Actuellement, je vous filme avec un pied cassé. Ce sont dit Mikhail Bulgakov. Maintenant, vous savez tout. Vous le saviez peut-être. On va passer au le style Louis XIII. 47 illustrations. La grammaire des styles. Ensuite, on a ici une œuvre. Les Fabliaux. Un thème. Contes et récits traduits des écrivains de l'Antiquité. Donc Jean-Germain Tricot et Maurice Rat. 1956. Un vieux livre également. Et puis il y a un troisième livre de contes, c'était la journée des contes en fait, celui-ci aussi. Mais bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler des Freebooks. Oui, il y en a un petit paquet. Désolée si je suis pas très bien installée, je fais comme je peux parce que actuellement je vous filme avec un pied cassé. Donc mes pieds sont allongés et moi je suis assise avachie un peu dans ce fauteuil. Je peux pas malheureusement aller chercher un coussin, être un petit peu plus rehaussée. Parce que ça me demande beaucoup trop d'efforts pour m'installer de nouveau. Donc on va continuer comme ça. Je regrette si jamais il y a quelque chose qui va pas. C'est comme ça, c'est pas volontaire. C'est juste qu'actuellement c'est un peu compliqué. Je pense que quand même si je suis sûre, quand la vidéo sortira, je n'aurai plus le pied cassé. J'écoute parce que j'attends un livreur. J'aurai plus le pied cassé, donc tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Normalement le plâtre on me l'enlève à la fin du mois. Donc là je filme le 12... Non, le 13 mai, ça fait au moins une semaine que j'ai le plâtre. Et je vous avoue que j'en ai marre. Bon, ici on n'est pas pour parler de mon plâtre, mais plutôt de bouquins. Alors je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'on a trouvé et tout ce qui me donne envie. Déjà dans les premières choses, c'est ce livre, je ne vais pas le lire, je vais juste le garder parce qu'on conserve tous les vieux livres comme ça, dans ce style-là. On les aime beaucoup tous les deux, donc le dictionnaire Larousse, 3 ouvrages, ici c'est Rabelais, page choisie, Rabelais, je sais pas comment on prononce exactement Rabelais ou Rabelais, je pense que c'est plutôt Rabelais, page choisie, donc c'est le tome 2, c'est un vieux petit livre comme ça qui est très sympa, 10e édition, je ne sais pas s'il y a une année ici, j'ai un petit doute, je crois que sur cela il n'y a pas d'année, non, à moins que je sais pas lire ça. Parce qu'il y a un truc qui s'est marqué 897-1-42. Est-ce que c'est l'année 42? Je n'en sais rien. Enfin bon, voilà. En tout cas, il est vieux celui-là. On le garde. Un jour, peut-être, je lirai les classiques. Quand j'aurai envie, moi, puisque je sais que ça n'a pas beaucoup de demandes, ça n'a pas beaucoup de vues. Donc c'est quand moi, j'en aurai envie, je le ferai. Ah oui, ça, j'ai jamais lu dans ma vie. Mikhail Bulgakov, ils sont dit Mikhail Bulgakov. Donc c'est le maître et Marguerite. En russe, c'est Master et Margarita. Je ne l'ai jamais vu, enfin je l'ai jamais lu dans ma vie, mais j'ai vu des extraits à la télé. Il y avait une série ou un film, je ne sais plus. Et bon, j'avais genre quoi, 14-16 ans, et j'ai trouvé ça hyper bizarre. Donc je me dis peut-être à l'âge de 42, peut-être que je trouverais ça un peu moins bizarre, ou tout autant, je n'en sais rien. Bon, en tout cas, c'est un grand classique, ça serait bien de le découvrir. On verra si j'en ai envie ou pas, mais enfin, en tout cas, je le garde en coin de ma tête. Il fait, c'est un vieux livre, hein. Il fait à peu près 630 pages. Il est bien jaune, hein, il est bien marqué. Il date de 74. Hein. Ici, on a des avis de Jean Frustier. Un roman extravagant et superbe, une extraordinaire réussite. En 500 pages, délirante, Bulgakov nous a ensorcelés. Droit, un grand écrivain rayé de son vivant des rangs d'une littérature où il occupait une des premières places, nous est restitué ici dans tout son éclat insolite. Immatio Gallet, une œuvre d'inspiration fantastique, foisonnante, picaresque et d'une incontestable puissance. À découvrir donc. Ensuite, nous avons ici encore un classique, très très grand classique, cette fois pas russe, mais Freud, il est allemand? Je sais pas, je crois. Sigmund Freud. Voilà, on a ceci et on a cela. Donc ça c'est le tome 1, je pense. Psychopathologie de la vie quotidienne. Je ne l'ai jamais vu. Enfin, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne l'ai jamais lu dans ma vie, je pense que ça doit être quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais pourquoi pas découvrir, ou moins tenter de le faire. Ici, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un truc là-dedans. Donc, oula, le livre, il a bien souffert. C'est un livre de l'année 1976. Ah oui, on est sur quelqu'un qui aimait beaucoup écrire dans les bouquins. Je déteste ça. On est ici à 296 pages. Né en 1856 et mort à Londres en 1939,
est l'auteur d'une œuvre qui influence de plus en plus profondément l'ensemble des sciences humaines. La psychopathologie de la vie quotidienne est peut-être l'ouvrage le plus original de Freud, le plus personnel aussi, où il se livre davantage qu'ailleurs. Il y révèle au lecteur sa méthode de recherche, le laboratoire, en quelque sorte dont les découvertes lui ont permis de trouver une explication à certains actes anormaux de la vie quotidienne, lapsus, erreurs, actes manqués, etc. Je vais quand même voir de quelle origine il est, parce que si je vous dis des bêtises... Ah, il est autrichien, il n'est pas allemand. Ah, il est né en Tchéquie, Fribourg. Sigmund Freud, né le 6 mai 1856 à Freiberg et mort le 23 septembre 1939 à Londres, est un neurologue autrichien fondateur de la psychanalyse. Voilà, médecin viennois. Maintenant, vous savez tout. Vous le saviez peut-être. Ensuite, on a un deuxième, donc Marthe Robert, La révolution psychanalytique, la vie et l'œuvre de Freud. Du coup, je pense que c'est pas tout à fait ça, parce que c'est un autre auteur, hein, c'est une autre autrice plutôt. Je crois pas, c'est un livre relié, on dirait. C'est la même édition PHB, je sais pas ce que c'est que cette édition. PHB? Petite Bibliothèque Payot. PBP, pardon, c'est pas PHB, c'est PBP. PBP, Petite Bibliothèque Payot. 1975, pareil, nous sommes ici à... Je vous avoue aussi, j'ai un petit peu perdu l'habitude de filmer. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Tout ce que vous regardez, ce sont des vidéos pré-filmées, donc je peux être un petit peu lente, hein, je suis navrée. Donc nous sommes ici à 275 pages. Donc collection Sciences de l'homme dirigée par Gérard Mendel. On va lire donc la 4e. Marthe Robert est connue pour ses nombreux travaux de germanisme, traduction de Claes, Nietzsche, Goethe, Kafka, auxquels elle a consacré plusieurs études très remarquées. Elle a publié récemment un brillant essai sur la littérature, l'ancien et le nouveau, qui lui a valu le prix Femina Vaccaresco. Dans la révolution psychanalytique, elle retrace le chemin solitaire qui a conduit Freud à ses extraordinaires découvertes et à travers la lutte du grand savant pour imposer ses idées, l'histoire du mouvement libérateur qui a changé notre image même de l'homme. Conçu initialement pour une série d'émissions à la radio, l'ouvrage s'adresse à un large public. C'est avant tout une œuvre littéraire où l'auteur réussit merveilleusement à restituer le Freud authentique tel qu'il fut et tel qu'il vécut en son temps. Voilà. Ensuite, on va continuer avec les choses un peu compliquées. Après, on va passer à quelque chose d'un peu plus simple, on va dire. Enfin, après, non, c'est pas trop compliqué ce qui reste là. Ce sont juste des choses un petit peu différentes. Donc, on va passer le style Louis XIII, 47 illustrations, la grammaire des styles. J'ai envie de garder ce bouquin. Je trouve ça super beau. Donc ici, vous allez découvrir comment annoncer les illustrations et l'histoire de ces styles. Voilà, donc à découvrir absolument. Nous qui aimons bien faire des encombrants avec mon chéri, on découvre tellement de choses, tellement de mobilier, meubles, tellement de vaisselle et tout ça. Ça serait très bien, ça serait pas mal de connaître l'origine ou l'histoire de ces choses-là. Ensuite, on a ici une œuvre, les Fabliaux. Un thème, contes et sketchs d'hier et d'aujourd'hui. Chine, Afrique, pays arabes et Europe. Donc les classiques Hatier. Les classiques illustrés Hatier, œuvres et thèmes, nouvelle collection de classiques donnant le texte intégral ou de larges extraits d'une œuvre ainsi que des textes modernes qui illustrent le même thème et le prolongent jusqu'à nos jours. Collection dirigée par Paul Gaillard et Georges Silnès. Voici, voilà, ici on va retrouver des contes un peu délirants, d'après ce que j'ai compris. Nous sommes ici à 126 pages, je pourrais peut-être vous les lire en ligne. Et vous avez des illustrations. Par exemple, là vous avez le nom qui s'écrit Estula, et en bas c'est marqué prononcer Etula, sans faire entendre les S. Donc Etula, c'est un auteur inconnu, France 12e et 13e siècle. Et donc là il va y avoir un conte sur plusieurs pages, mais par exemple quelques débuts. Il y avait jadis 2 frères qui n'avaient plus ni père ni mère pour les conseiller, ni aucun parent. L'ami qui était le plus souvent avec eux, c'était la pauvreté, hélas, et il n'est pire compagnie que celle-là, pire tourment que sa présence obsédante. Donc obsédante, on a une note en bas de page qui veut dire continue qui vous assiège. On ne cesse pas d'avoir faim quand on a faim. Les 2 frères vivaient ensemble un soir et furent vraiment comme poussés hors d'eux-mêmes par cette faim à leur ventre, par la soif dans leur gorge, par le froid.
dans leur corps et dans leur cœur. Ces 3 mots-là, on les ressent souvent quand la pauvreté vous enchaîne. Ils résolurent de se défendre contre elle, et ils cherchèrent comment y parvenir. Tout près de chez eux habite un homme qu'on sait très riche. Eux sont pauvres, le riche est sot. Il a des choux dans son jardin et des brebis dans son étable. C'est de ce côté-là qu'il leur faut aller. Pauvreté fait perdre la tête à plus d'un. L'un prend un sac, l'autre un couteau, en route. Le premier, aussitôt dans le jardin, arrache les choux. Le second tracasse si bien la porte de la bergerie qui finit par l'ouvrir. Déjà, il tâte les moutons pour choisir le plus gras. Mais dans la maison, les gens ne sont pas encore tout à fait couchés. Ils entendent la porte qui grince, et le fermier dit à son fils, « Dis, fils, va donc voir s'il n'y a rien d'anormal et appelle le chien. » Ils avaient nommé leur chien Etula. C'est une idée comme une autre. Heureusement, pour les 2 apprentis larrons, le chien ce soir-là était allé à ses affaires. Le fils ouvre la porte qui donne sur la cour et regarde et l'écoute, puis il crie « Es-tu là? Es-tu là ?» Une voix lui répond aussitôt du côté des moutons. « Oui, oui, je suis là. » La nuit est noire, comme la suie, et le fils a peur. La voix est drôle. Il s'imagine que c'est le chien qui vient de répondre. « Ah !» Il n'entend guère. Il tourne le dos, il court, il tremble et rentre dans la grande salle bouleversée. « Qu'est-ce que tu as, fils ? »« Es-tu là, m'a parlé ? Es-tu là ? » ?»« Qui ? Notre chien ? » ?»« Oui, notre chien, tu es fou. »« Si, c'est vrai. Je vous le jure par la foi que je dois à ma mère. Allez voir si vous ne me croyez pas. Appelez-le, vous l'entendrez. » Voilà, donc on pourra lire ce type de conte délirant. En effet, c'est délirant. Ça peut être assez sympa. Ensuite, il y a des contes et récits traduits des écrivains de l'Antiquité, donc Jean-Germain Tricot et Maurice Rat, classe de 6e des lycées et collèges, collection nouvelle d'humanité française publiée sous la direction de Maurice Rat, Fernand Nathan, aux éditions Fernand Nathan, 1956. Un vieux livre également, que l'on pourra lire également ensemble, ça peut être sympa. Et de toute façon, vous savez que j'adore les contes, hein. Je les lis assez régulièrement pour les enfants sur ma chaîne, mais pourquoi pas lire ces contes aussi pour les adultes. Histoire de bêtes, une invasion repoussée par les rats, vous avez également le chien de Xantippe, vous avez, vous voyez, des illustrations. Par exemple, scène de la vie antique, hein. La vie religieuse, offrande aux dieux. Voilà, bon, des choses comme ça. Et puis, il y a un 3e livre de contes, c'était la journée des contes, en fait, celui-ci aussi. Mais tous ces livres de contes, je vais les garder parce que j'adore les contes. Donc, Mark Twain et Henry, Q.Henry, contes humoristiques anglo-saxons. Et c'est marqué ici 1 million. Est-ce que c'est livre de moi, ça? Édition de l'Érable, François Beauval, traduit par André Philippe. Exemplaire réservé par François Beauval à ses amis bibliophiles. Et là, on a également des illustrations. On pourra le lire également, ce livre. Voilà, c'est sympa, hein. Et donc là, on a volé un éléphant blanc ou comment un parfait détective mène une enquête. Conte humoristique anglo-saxon, je le rattraperai et me rangeai. Je le rattrapais et me rangeai près de lui avec mon canasson. Voilà, bon. Là, nous avons combien? J'avais pas dit les autres, combien il y en avait de pages, mais enfin bon, c'est pas très grave. Celui-ci, nous sommes à 305 pages. Non, mais c'est très mignon tout ça, on va voir. Et puis, il y a des livres pour jeunes adultes, enfin pour les ados, quoi, et quelques thrillers. Donc, je vais montrer les livres pour les ados. J'ai décidé de les lire parce que ça faisait un petit moment déjà que j'ai vu les enquêtes d'Enola Holmes. J'ai vu en grand BD, mais je savais pas qu'il y avait des livres aussi. Et là, on avait trouvé ça. Ce sont des livres qui viennent de bibliothèque. Tous sont aux éditions Nathan. Et c'est des romans de Nancy Springer. Et donc, j'avais envie de découvrir, hein, comme on les avait entre nos mains, pourquoi pas. Il y a 3 tomes là. Je ne sais pas combien il y en a en tout. Et pourquoi pas découvrir. Ici, nous avons donc le tome 1, la double disparition. C'est écrit assez aéré. Ça va être sympa pour lire, je pense. Nous sommes ici à combien de pages ? 246. Je vous lis la 4e. Ceux qui disent que Sherlock Holmes est le meilleur détective du monde ignorent encore l'existence de sa sœur Enola Holmes. S'il est d'une chose
Je suis désolée, je mets comme ça parce que j'ai la lumière en plein visage là. Il est une chose que j'aimerais savoir, c'est pourquoi ma mère m'a nommée Enola. Enola qui à l'envers se lit Alone, en anglais seule. Et c'est bel et bien seule que je me suis retrouvée le jour de mes 14 ans, ma mère ayant disparu de notre manoir de façon inexpliquée. J'ai alors été contrainte d'en informer mes frères aînés que je n'avais pas revu depuis 10 ans, Mycroft et Sherlock Holmes. Or ce n'étaient pas ceux qui allaient m'être d'un grand secours. Jugeant que mon éducation laissait à désirer, Mycroft n'avait qu'une idée, m'expédier en pensation pour faire de moi une lady. Notre Sherlock estimait ma capacité crânienne bien trop limitée pour pouvoir résoudre le mystère de cette disparition. J'étais pourtant la seule à avoir décelé des indices dont mon détective de frère n'avait pas la moindre idée. C'est donc le cœur rempli d'espoir que j'ai décidé, malgré mes appréhensions, de partir à la recherche de ma mère seule. Voilà, ça a l'air sympa également. Ensuite, on a le tome 2, où est l'affaire Lady Alistair. Voilà. Il est un petit peu plus épais, ce tome-là, mais c'est jamais bien rempli, vous voyez, on a des marges très larges. Nous sommes ici à pas loin de 300, ou même pas, 264 pages. Donc, de quelle préscience ma mère avait-elle fait preuve en me prénommant Enola? Ah oui, bon, ça c'est la même chose. Nanana. Voilà. Parti à sa recherche, je parvins à échapper à la vigilance de mes frères aînés, Mycroft et Sherlock Holmes, qui souhaitaient m'expédier en pension pour faire de moi une lady. À l'image de mon détective de frère, je décidai alors d'ouvrir à Londres, au nez et à la barbe de mes frères un cabinet de spécialistes en recherche toute disparition. Le docteur Leslie Ragostin allait être mon patron imaginaire, celle que je m'étais inventée pour exercer ma nouvelle profession en toute discrétion. C'est avec un petit choc qu'un matin, en ce mois de janvier 1889, je déchiffrais la carte de visite de mon premier client, glissée sous mon nez par le réceptionniste, Dr. John Watson, docteur en médecine. En fait, c'est perturbant à lire la 4e parce que ici, le texte n'est pas droit. Je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est vraiment très mal fait, mais en fait, il va un peu de travers à chaque fois, donc ça perturbe un petit peu la lecture. Et puis, j'ai la lumière en pleine face et en plus, les couvertures, elles sont brillantes parce qu'elles sont protégées. Du coup, ça empêche encore davantage de bien lire. Nous sommes ici à même pas 200 pages, 198. Donc, le mystère des pavots blancs. Je connaissais pas les pavots blancs. Donc, pareil, c'est le tome 3 d'Enola Holmes. Donc, on a de nouveau cette répétition. Se choisir un nom n'est pas chose facile, d'autant que mon prénom Enola, qui à l'envers se lit Elon, en anglais seul, me va comme un gant. Je me vois pourtant condamnée au pseudonyme, seul moyen d'échapper à mes frères aînés, Mycroft et Sherlock Holmes, qui se sont mis en tête de m'expédier en pension pour faire de moi une lady. Peine perdue. J'ai maintes fois réussi à tromper leur vigilance, allant même jusqu'à résoudre des enquêtes qui laissaient perplexe mon détective de frère. Or, en ce frais matin de mars 1889, dans l'East End de Londres, alors que je m'inventais encore une nouvelle identité, mon attention fut adaptée par un titre du Daily Telegraph, « Mystérieuse disparition de l'associé de Mr. Sherlock Holmes, le Dr. Watson introuvable. 2 personnes déjà cherchaient à savoir où se trouvait le Dr. Watson, sa femme y va de soi, et son meilleur ami, mon frère Sherlock. On pouvait désormais en ajouter un 3e, moi. À lire. Je pense que ça va être super sympathique. Et puis j'en ai encore 3 petits thrillers à vous présenter, dont on va commencer par celui-ci, Le rêve des chevaux brisés, traduit de l'anglais États-Unis par Gérard de Chergé. C'est aux éditions Rivage Thriller, je pense que c'est aussi ado. Rivage, c'est pas ado, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est assez aéré quand même, j'ai envie de vous dire, donc c'est un gros bouquin aussi. Nous sommes ici à 352 pages. J'aime beaucoup le changement de police à chaque fois. Il y a 1 heure que je dessine. Je termine mon croquis, l'embrasure de porte inondée de lumière, les silhouettes disloquées sur le lit noyé d'ombre. Je pose mon carnet et m'allonge sur le dos, le cœur battant un grand coup. Cette chambre, me dis-je, a été la scène du crime. J'ai donc bien fait de venir en respirer l'air,
la contempler de mes yeux, saisir la façon dont les bruits résonnent dans cet espace confiné, voir le motif particulier que dessine la lumière sur le plancher, je parcours les murs du regard, sachant qu'y sont incrustés les échos de la mort de Tom Jessop et Barbara Fulren. Dans une ville du Midwest, par un après-midi torride, un homme et une jeune femme sont en train de faire l'amour dans une chambre de motel quand, soudain, la porte s'ouvre à la volée. Une silhouette, un imperméable, brandit un objet long et sombre, suit une double détonation. Les deux victimes sont Barbara Fulren, égérie de la haute société, et son amant Tom Jessop, modeste professeur dans une école privée. Comment une grande bourgeoise à la beauté spectaculaire a-t-elle pu finir de façon aussi sordide et tragique ? 26 ans après, David Weiss revient dans cette ville où il a grandi à l'occasion d'un procès qu'il doit couvrir en tant que dessinateur judiciaire. Il va tenter de répondre à cette question qui le hante. Pour cela, il se plonge dans les documents relatifs à l'affaire Fulren et dans les papiers de son père, qui était par ailleurs le psychanalyste de la victime. Il se souvient que le double meurtre avait profondément perturbé la vie de ses parents. Lui non plus ne sortira pas indemne de cette histoire quand il découvrira la vérité. Érotique, psychanalytique, énigmatique et noir, le rêve des chevaux brisés conjugue admirablement suspense et émotion. C'est le chef-d'œuvre de William Byer à ce jour. Ce n'est peut-être pas un truc de ado. Et oui, je vous ai même pas donné le nom de auteur, donc c'est William Byer. Je vous ai donné juste le traducteur, mais enfin bon, c'est intriguant, on verra. Et enfin, deux derniers, donc Gunnar Staalsen, La Belle dormit 100 ans, et puis Le Loup dans la bergerie, voilà, toujours le même auteur, folio policier. Donc La Belle dormit 100 ans, une enquête de Vargveum, le privé norvégien, traduit du norvégien par Elisabeth Tangen et Alexis Fouillet. Alexis ou Alexis, Alexis je pense. Nous sommes ici à 386 pages. Alors, Vargveum, ancien salarié à la protection de l'enfance, devenu détective privé après avoir eu la main lourde sur un type qui prostituait une gosse en perdition, voit son passé d'éducateur le rattraper. Lisa, 16 ans, issue d'un milieu sans histoire, a disparu. Et avec les questions nécessaires pour la retrouver, s'ouvre à la boîte secret. Deux familles proches qui se haïssent. Le meurtre d'un adolescent. Beaucoup de sordide, mais aussi, au détour des aveux, une bouleversante histoire. Toujours aussi solitaire et profondément épris d'humanité, Vargveum sillonne les nuits de Bergen, ville industrielle et côtière de Norvège. Donc ici, on parle un petit peu de Gunnar Staalsen, né à Bergen, Norvège, en 1947. Il s'inscrit en renouvelant le genre avec son personnage de Vargveum dans la lignée des grands auteurs tels que Chandler, Hamet, ou Henning Mankell, La Belle dormit 100 ans, et son troisième roman à paraître en folio policier. Donc ça doit être son deuxième ou son premier, je ne sais pas. Parce qu'il s'inscrit en renouvelant le genre avec son personnage de Vargveum dans la lignée des grands auteurs tels que Chandler, Hamet ou Henning Mankell. On ne sait pas c'est lequel. Ah, c'est marqué F8, F9, donc ça doit être le deuxième, il n'y a pas le premier. Alors ici, Gunnar Staalsen, Le Loup dans la bergerie, une enquête de Vargveum, le privé norvégien, traduit de norvégien par Olivier Boucher. C'est un autre traducteur. Nous sommes ici à peine un peu plus de 300 pages, on est à 315. Vargveum, ancien salarié à la protection de l'enfance de la ville de Bergen en Norvège, est devenu détective privé après avoir été remercié pour avoir eu la main lourde sur un type qui prostituait une gosse en perdition. Les affaires ne vont pas fort. La police officielle ne l'aime pas. Divorcé, il refuse toutes les affaires sentimentales et s'en console à l'aquavit. Jusqu'au jour où un avocat de renom lui demande de suivre son épouse pour un constat d'adultère, ce que Veum refuse. Il l'accepte le lendemain quand un autre homme se présente avec le même portrait de femme en lui demandant de retrouver sa sœur perdue de vue. Ah, celui-ci me paraît plus intéressant alors que je déteste tout ce qui est adultère dans la vie et dans les livres. Voilà, écoutez, c'était tout. J'espère que vous avez apprécié ce Freebooks. J'espère que ce n'était pas trop décousu parce que ça fait un petit moment, comme je vous ai dit, j'ai pas trop filmé de vidéos, donc voilà. Je pense que les livres qui sont pour les adolescents, je pense que je vais les passer assez rapidement.
Comme ça, ils vont pas trop s'attarder chez moi. Je vais les mettre dans la boîte aux livres ou en vente, peu importe. Je déciderai de moi-même, ou bien je vais les garder si je les aime bien. Parce que ma petite nièce et mon neveu, ils sont encore trop petits pour lire ce genre de lecture. Mais j'ai hâte de les découvrir, ces bouquins. Même si je ne lis pas la lecture ado. Mais écoutez, des fois, j'en ai envie. Et puis les contes, je pense qu'on va bien s'amuser en découvrant ces contes du monde, ces contes antiques également, et un petit peu bizarres par endroits. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Merci beaucoup de votre attention. Je vous dis à très très bientôt. Ciao.